Je vais partager aujourd'hui avec vous un livre absolument magnifique qui m'arrive de relire très souvent parce qu'il est d'une grande poésie et que c'est un vrai voyage, à la fois à travers l'immersion que l'auteur peut nous offrir dans un monde sauvage, et à la fois parce que c'est un voyage intérieur aussi. Donc c'est le livre de Luis Sepúlveda, Le vieux qui lisait des romans d'amour. C'est un auteur chilien qui a écrit le livre en 1988 et qu'il a écrit en hommage à son ami Chico Mendes, qui est un grand défenseur de la forêt amazonienne. Donc dans ce livre, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a d'abord une très grande poésie qui se dégage de la manière dont l'auteur décrit son histoire, en immergeant complètement le lecteur dans l'histoire en faisant appel en fait à ses sens. Si bien qu'en fait on la ressent plus qu'on ne la lit, cette histoire. Et l'auteur fait finalement appel à notre humanité, puisqu'il vient chercher en nous le ressenti de son histoire pour la partager avec nous. Je vais vous lire les passages qui illustrent le mieux. Donc il parle au début, il fait une dédicace à son ami Miguel Zanque, qui est syndic Shuar en Amazonie, qui est aussi défenseur de l'Amazonie. Donc les Shuars, c'est une peuplade de la forêt amazonienne. C'est lui qui, une nuit, par ses récits débordants de magie, m'a révélé certains détails de son monde vert inconnu, que j'ai utilisé plus tard en d'autres confins du monde équatorial. Le salut leur apparut sous la forme d'homme à demi nu, le visage peint de pulpe de roucou, la tête et les bras ornés de parures multicolores. C'étaient les Shuars qui, pris de pitié, s'approchaient pour leur tendre la main. Ils apprirent d'eux à chasser, à pêcher, à construire des cabanes qui résistent aux tempêtes, à distinguer les fruits comestibles des vénéneux, et surtout, ils apprirent l'art de vivre avec la forêt. Il voulait se venger de cette région maudite, de cet enfer vert qui lui avait pris son amour et ses rêves. Il rêvait d'un grand feu qui transformerait l'Amazonie entière en brasier. Il y a aussi plusieurs descriptions de rites d'initiation. Le personnage principal passe par plusieurs phases où il renaît à lui-même et il devient autre au contact justement de la forêt, de cette peuplade Shuar qui vit. Il se vit lui-même comme une partie inséparable de ces espèces en perpétuelle mutation, comme un poil supplémentaire sur ce corps vert infini, pensant et sentant comme un Shuar, puis revêtant les parures d'un chasseur expérimenté et suivant les traces d'un animal inexplicable, sans forme ni épaisseur, sans odeur et sans bruit, mais doté de 2 yeux jaunes brillants. Donc il y a toute cette poésie à travers le ressenti, c'est vraiment magique et je trouve que c'est vraiment un des apports vraiment du livre. Elle prenait brusquement l'apparence d'un rat, puis passait à celle d'un silure perroquet qui sautait la gueule ouverte, avalait la lune et retombait dans l'eau avec la violence d'un gypaète fondant sur un homme. C'est ta propre mort qui s'est déguisée pour te surprendre. Si elle l'a fait, c'est parce que l'heure n'est pas encore venue de partir. Puis elle réapparaissait dans un nuage noir qui descendait avec violence et une pluie d'yeux jaunes tombait sur la forêt, s'accrochant aux branches et aux lianes, illuminant la jungle d'un jaune incandescent qui l'entraînait de nouveau dans la frénésie de la peur et de la fièvre. Il voulait crier, mais les rongeurs de la panique lui déchiquetaient la langue à coups de dents. Il voulait manger, mais les minces serpents volants lui ligotaient les jambes.
Le vent se faisait toujours plus chaud et plus lourd, poisseux. Il collait à la peau et apportait de la forêt le silence qui précède la tempête. Les écluses du ciel étaient prêtes à s'ouvrir d'un moment à l'autre. Il sentit les crocs brûlants d'un crotale lui mordre le poignet droit. Donc vraiment cette poésie, et en fait l'auteur nous prend par la main pour nous faire voyager et à travers notre propre corps. Et donc ça vraiment on le ressent dans cette histoire et dans ce livre tout au long du livre. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est en fait une allégorie des rapports de force de la vie. La vie en fait comme valeur sacrée, avec une description assez manichéenne et finalement qui se comprend très bien parce que quand on est face à des problématiques telles que la défense du milieu naturel, de la nature sauvage, on peut pas être, ça ne peut pas être gris, on peut pas être, soit on est actif dans sa destruction, soit on ne fait rien pour l'en empêcher, finalement ça revient au même, soit on préserve les valeurs de la vie et on est dans la défense justement de cette nature. Donc le féminin aussi a une place très particulière comme origine de la vie ou comme pour la préserver. Ce fils de pute de Gringo a tué les petits et a sûrement blessé le mâle. La femelle rôde, folle de douleur. En parlant du dignitaire local, qui est un personnage qui est décrit comme absolument détestable, il parle de son épouse. Et là, on voit aussi le féminin qui, quelque part, vient qui vient en défense finalement des valeurs de la vie, puisque c'est un homme qui est complètement à l'encontre de tout ce qui est vécu par les habitants à proximité de la forêt amazonienne. Sa femme le tuera. Elle fait des provisions de haine, elle n'en a pas encore assez. Ces choses-là demandent du temps. Et la nature, elle est vraiment décrite comme sauvage, mais comme juste. Donc vraiment en opposition totale avec la civilisation, avec les hommes qui portent l'organisation de l'État. Ils étaient à égalité, tous les deux blessés. Elle était plus grande encore qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, une beauté, un chef-d'œuvre de grâce impossible à reproduire, même en imagination. Le vieux la caressa, oubliant la douleur de son pied blessé, et pleura de honte, se sentant indigne et avili, et en aucun cas vainqueur de cette bataille. Et tout au long du livre, la valeur de la vie, la valeur de la mort, ceux qui accordent de l'importance et qui respectent la vie et donc qui ne tuent pas pour leur propre intérêt, qui tuent uniquement quand il s'agit de survivre ou quand il s'agit de se nourrir. C'est vraiment décrit de manière extrêmement tranchée et manichéenne, et ça met encore plus en évidence la monstruosité de la civilisation qui est très intrusive dans ce monde vert. Il ne lui restait plus qu'à descendre une pente d'une quinzaine de mètres, couverte de fougères, pour atteindre la berge quand l'animal attaqua. La femelle, lorsqu'elle avait découvert sa fuite, avait dû se mouvoir tellement vite et tellement silencieusement qu'elle avait réussi à courir parallèlement à lui, sans qu'il s'en aperçoive, jusqu'à se retrouver à sa hauteur. Il reçut le choc des pattes sur le devant et roula sur la pente en tournoyant sur lui-même. Au-dessus de lui, la femelle agitait frénétiquement la queue, ses petites oreilles vibraient, captant tous les bruits de la forêt, mais elle n'attaquait pas. Là-haut, la bête ne le quittait pas des yeux. Soudain, elle poussa un rugissement triste et fatigué et se redressa sur ses pattes. « C'est ça que tu voulais ?
que je lui donne le coup de grâce. Donc la femelle a attiré le personnage principal vers le mâle. Cria le vieux et la femelle disparut dans la végétation. Il s'approcha du mâle blessé et lui caressa la tête. « Excuse-moi, camarade, cette ordure de gringo nous a tous gâché la vie. » Et il tira. Il ne voyait pas la femelle car il la devinait au-dessus de lui, cachée, secouée par des sanglots presque humains. Donc il y a vraiment une projection émotionnelle dans la valeur de la vie et dans son respect qui est absolument magique tout au long du livre. Qui fait vraiment réfléchir au quotidien et à ce qu'on met justement dans les valeurs de justice et de respect de la vie. Antonio José Bolívar essayait de mettre des limites à l'action des colons qui détruisaient la forêt pour édifier cette œuvre maîtresse de l'homme civilisé, le désert. Ça laisse un peu sans voix, mais finalement c'est vraiment ce que veut dire l'auteur, ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est qu'on court après une civilisation qu'on estime être la valeur maîtresse, porteuse des valeurs en fait, qui seraient les plus importantes et à mettre vraiment, pour lesquelles on serait prêt à tout sacrifier. Et finalement, quand on voit ce qu'elle peut générer, cette civilisation au niveau de la nature, à savoir le désert, quelque chose de complètement stérile où rien ne pousse et où aucune vie n'est possible, c'est une manière de dire que finalement la civilisation est porteuse de mort et destructrice de la vie. Il lisait en s'aidant d'une loupe, laquelle venait en seconde position dans l'ordre de ses biens les plus chers, juste après le dentier. Et donc là, le personnage principal en fait vit dans une grande frugalité. Et ce qui est le plus important pour lui, c'est d'avoir le dentier, puisque ça lui permet de manger, et la loupe, parce que ça lui permet de lire. Donc on est vraiment dans une simplification extrême des besoins, avec une pyramide des besoins qui est vraiment belle, parce qu'une fois que ces besoins primaires sont satisfaits, à savoir s'alimenter, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir accéder à l'autre à travers la lecture, accéder au ressenti d'émotions à travers la lecture d'histoires d'amour. Et cette frugalité, c'est vraiment exemplaire. Ça permet de revenir et de se questionner aussi sur ses propres besoins. En les fréquentant, donc le peuple chuard, il abandonna ses pudeurs de paysan catholique. Il allait à moitié nu, évitant les nouveaux colons qui le regardaient comme un démon. Antonio José Bolívar, qui ne pensait jamais au mot de liberté, jouissait dans la forêt d'une liberté infinie. Il tentait de revenir à ses projets de vengeance, mais il ne pouvait s'empêcher d'aimer ce monde. Et là, de la même manière, il est vraiment dans une forme de liberté totale, sans même en avoir réellement conscience, et il est complètement affranchi du regard des autres, puisque c'est bien écrit qu'il se promène dans l'état dans lequel il a envie de se promener, et ne tient aucun compte de la vie des colons qui sont finalement, qui ont suivi le même parcours que lui, qui sont venus pour coloniser la terre amazonienne. Il y a un autre passage où effectivement il parle de ce que font les gens au quotidien, et où les chuards s'étonnent du fait que du soir au matin, finalement, les colons, dans les plus grandes agglomérations dites civilisées, travaillent. Ils travaillent donc du soir au matin, et les chuards s'en étonnent et trouvent ça très drôle. De la même manière, ça peut permettre de se questionner sur son propre quotidien, sur ce qui est important dans une journée, sur le temps qu'on prend et qu'on donne à ses proches ou alors à son travail, et l'importance de recentrer parfois les valeurs et ce qu'on donne comme valeur au temps qu'on a dans notre quotidien. Il y a aussi les descriptions de rites initiatiques, et c'est là qu'on voit vraiment que le personnage principal va subir plusieurs renaissances, et sans lesquelles il n'aurait pas pu intégrer
les outils pour pouvoir survivre dans le monde sauvage. Et donc on voit ce que ça lui coûte de s'adapter à la nature. Et dans son impuissance, il découvrit qu'il ne connaissait pas assez la forêt pour pouvoir la haïr. Et donc, de la même manière, ce passage-là montre à quel point il prend conscience de son impuissance, il prend conscience de l'immensité de la forêt et il réfléchit à ce qu'il a pu mettre dans la détestation qu'il a eue justement de la forêt qui lui a pris sa femme et son amour. Donc. Et qu'effectivement, pour pouvoir haïr quelque chose, il faut le connaître. Il y a en opposition, que ce soit des êtres ou des institutions qui sont décrites et qui finalement contraignent la vie, ne la respectent pas. Et c'est là qu'on voit que ce livre a vraiment une profondeur avec une critique du politique et de l'institution qui est très juste en fait, en l'occurrence là, qu'il a décrit comme complètement centralisé et déconnecté des réalités de leur quotidien. Et surtout, qui n'a pas les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on est dans le règne de l'arbitraire, de l'injustice, de l'inadapté total, c'est-à-dire qu'il n'y a à aucun moment l'institution ou ses représentants ne font l'effort de comprendre l'endroit dans lequel ils sont, le monde dans lequel ils vivent, et de tenter de s'y adapter ou de tenter de l'aimer, ou même de le connaître. Le droit de quoi? De voter, au suffrage universel et secret, pour choisir démocratiquement entre les 3 candidats qui se présentent à la magistrature suprême. Tu comprends? Donc évidemment qu'il ne comprend pas. Ils ont un bateau qui vient les ravitailler en provisions, en bouteilles de gaz, tout ce dont ils ont besoin. Ce bateau leur amène 2 fois par an un dentiste, qui n'a absolument aucune politique de santé publique. Et par contre, il faut dépêcher des fonctionnaires et ce bateau pour pouvoir recueillir les votes quand il s'agit d'arriver à l'élection dite démocratique présidentielle. Et on voit complètement le décalage entre les représentations protocolaires étatiques qui sont on respecte la démocratie et on fait montre de démocratie en allant jusque dans des lieux reculés pour recueillir l'avis des locaux, et finalement qui est quand même très intéressé puisque l'idée c'est de montrer à quel point la civilisation respecte la vie d'autrui, et alors qu'en fait c'est en décalage total avec le quotidien des personnes qui vivent à côté de la forêt, qui ne connaissent absolument pas les personnes, leurs élus, et qui n'ont pas du tout été avisés des enjeux qu'il pouvait y avoir à travers ce vote. Et également l'autorité ecclésiastique qui est cornée. Un beau jour, le sucre débarqua, donc le sucre c'est ce bateau. En même temps que les caisses de bière et les bonbonnes de gaz, un malheureux prêtre expédié en mission par les autorités ecclésiastiques pour baptiser les enfants et mettre fin au concubinage. Donc il parle de livres avec le personnage principal. Il y a dans le monde des millions et des millions de livres, dans toutes les langues et sur tous les sujets, y compris que certains que les hommes ne devraient pas connaître. Antonio José Bolivar ne comprit pas le problème de la censure. Donc finalement, l'autorité ecclésiastique, elle vient pour civiliser les barbares, donc porter un jugement sur leur mode de vie, qui est comme il est, finalement le fait qu'ils puissent vivre en concubinage, et apporter la notion de censure. Et c'est vrai que ces valeurs-là sont complètement inadaptées dans le monde dans lequel eux y vivent. Et ce qui en ressort encore plus, c'est leur vacuité. Les représentants locaux de l'autorité aussi sont vraiment décrits de manière très critique. Le maire, unique fonctionnaire, autorité suprême et représentant d'un pouvoir trop lointain pour inspirer la crainte, était un personnage obèse qui transpirait continuellement.
Donc c'est le règne de l'arbitraire, de l'injustice et de la partialité. Il était arrivé avec la manie de lever des impôts sous des prétextes incompréhensibles, avait prétendu vendre des permis de pêche et de chasse sur un territoire ingouvernable. Son passage provoquait des regards de mépris et sa transpiration entretenait la haine. Tous les lundis, il était obsédé par les lundis. On l'avait vu hisser le drapeau. Donc non seulement il ne s'intéresse absolument pas aux personnes qui vivent là, ni au monde dans lequel il vit, et il ne cherche pas non plus à s'y adapter et à s'y sentir bien et à en faire partie. Les gringos aussi, donc, qui sont les colons, qui sont chargés de civiliser la forêt amazonienne. Le fautif, c'est un gringo. Il chassait hors saison et des espèces interdites. Donc il y a vraiment tout au long une description du gringo qui représente le colon civilisateur et qui est complètement dans l'irrespect total des valeurs de la vie. Et puis il y avait là les gringos venus des installations pétrolières. Ceux-là arrivaient en bande bruyante, avec assez d'armes pour équiper un bataillon et pénétrer dans la jungle prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. Ils s'acharnaient sur les jaguars sans se préoccuper de savoir s'il s'agissait de petits ou de femelles enceintes. Les gringos s'en allaient, les peaux restaient à pourrir jusqu'à ce qu'une main charitable les jette dans le fleuve. Donc on voit à quel point il y a un irrespect total de la vie et de la mort, puisqu'ils ne prélèvent pas ce qu'il leur faut. Ils tuent pour tuer. Et il y a aussi un petit passage sur l'histoire. Les textes d'histoire lui semblèrent un chapelet de mensonges. Était-il possible que ces petits monsieur pâles, avec leurs gants jusqu'au coude et leurs culottes collantes de funambules, aient été capables de gagner des batailles? Donc c'est vraiment à travers un œil naïf qui est faussement naïf, une vraie critique de la société et de l'organisation et des rapports de domination et de force, et un repositionnement des valeurs essentielles de la vie, du respect de la vie et de la justice. Il repositionne aussi les responsabilités. Ça te fait mal? Mais à qui la faute, hein? À moi? Non, au gouvernement. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal. La faute au gouvernement. Donc finalement, qui ne s'intéresse absolument pas à valoriser, à aider les populations qui sont installées près de la forêt amazonienne, ni à les connaître, mais par contre qui est très intéressé par les impôts qu'ils peuvent leur prélever ou par leur vote quand ils en ont besoin. Et donc les valeurs qui sont décrites dans ce livre et qui sont absolument magiques, c'est les valeurs essentielles de la vie. Donc c'est l'amour, le respect de la mort, c'est-à-dire l'amour dans la dignité, dans le respect, la justice et le rapprochement entre les êtres. Donc l'amour en fait protège Antonio, le personnage principal de la désespérance, parce qu'il a une vie qui est quand même très très difficile. Quand le vieux lui avait demandé de lui rendre ce service, de lui trouver des romans d'amour, en lui indiquant clairement ses préférences pour les souffrances, les amours désespérés et les fins heureuses, le dentiste avait senti que la tâche serait rude. « Je t'ai apporté 2 livres. » Les yeux du vieux s'allumèrent. « D'amour ?» Le dentiste fit signe que oui. « Ils sont tristes ?» demandait le vieux. « À pleurer » certifiait le dentiste. « Avec des gens qui s'aiment pour de bon ? Comme personne ne s'est jamais aimé et qui souffrent beaucoup. J'ai bien cru que je ne pourrais pas le supporter. » Tant qu'il vécut chez les Chuards, il n'eut pas besoin de romans pour connaître l'amour. C'était l'amour pur sans autre finalité que l'amour pour l'amour, sans possession et sans jalousie. Nul ne peut s'emparer de la foudre du ciel et nul ne peut s'approprier du bonheur de l'autre au moment de l'abandon. Ça, c'est les descriptions qui sont faites de l'amour dans ce livre et qui est complètement épuré de tout ce qu'il peut y avoir comme projection qu'on peut y mettre. Comme possession, et qui définit simplement ce qu'il doit y avoir entre les êtres et ce qui doit les rapprocher. Un passage aussi sur le langage humain, et qui reste pour moi dans le thème de l'amour d'autrui, parce qu'en fait le langage c'est ce qui rapproche les êtres, c'est ce qui permet de communiquer, c'est ce qui permet de se connaître. Quand un passage lui plaisait particulièrement, il le répétait autant de fois qu'il l'estimait nécessaire pour découvrir combien le langage humain pouvait être beau.
Donc, ce livre est vraiment un voyage dans des sensations et dans une histoire qui permet d'illustrer les valeurs suprêmes de la vie, sa préservation, le respect de la mort et des conditions dans lesquelles l'amour est donné, et l'amour entre les gens et la justice, l'amour entre les êtres et la justice. Il y a encore quelques très beaux passages que je vais partager avec vous. Antonio José Bolivar, souviens-toi que tu n'es pas un chasseur, que tu as toi-même toujours refusé ce qualificatif. Les chasseurs tuent pour vaincre la peur qui les rend fous et les pourrit de l'intérieur. La première de ces chasses a été un acte de justice ou de vengeance. Tu as beau retourner la chose dans tous les sens, tu n'arrives pas à faire la différence. La seconde chasse a été pour témoigner de ta gratitude au sorcier Chuard qui t'avait sauvé la vie. Tu te souviens? Il se parle à lui-même. Cette fois, c'était sans elle. Tu te souviens quand tu leur as donné la peau, les Chuards t'ont dit que tu n'étais pas des leurs, mais que tu étais d'ici. Et tu n'as jamais tué un petit. Seulement les animaux adultes, comme le veut la loi Chuard. Pourquoi tous ces souvenirs? Parce que la femelle occupe tes pensées? Ou parce que peut-être vous savez tous les deux que vous êtes pareils? Et quand finalement, au cours du livre, il tue d'une manière qui n'est pas conforme à la loi des Chuards, tu es le chasseur des Blancs, tu as un fusil, tu violes la mort en l'entourant de douleur. Donc on voit à quel point il y a vraiment une mise en avant, on ne tue pas pour tuer, et quand on tue, c'est de manière respectueuse, qu'on respecte la vie jusqu'au bout. C'est ce qui est vraiment assez magique dans cette histoire et dans ce livre. C'est les valeurs très simples et finalement qui sont les valeurs suprêmes de la vie, qui sont célébrées à travers